Moi, mon intime conviction, c'est que la conformité RGPD peut servir à la croissance, peut être un soutien du business et pas du tout être quelque chose qui l'inhibe. Je pense d'abord peut-être une première remarque générale et ensuite je vais essayer d'être très pratique avec des exemples concrets. La remarque d'ordre général, c'est rebondir sur ce que Kelsey disait tout à l'heure, c'est-à-dire que en fait, la conformité RGPD, la première raison pour laquelle ça va être un avantage concurrentiel et que ça va servir le business, c'est effectivement le terme de confiance. Je vais un peu enfoncer des portes ouvertes, mais on n'est plus dans les années 2000, la bulle Internet, on va sauver le monde avec un réseau social, un moteur de recherche ou un géant du e-commerce ou un smartphone. C'est plus du tout les mentalités aujourd'hui. On parle de techlash, on parle de défiance et ainsi de suite. Une régulation extrêmement accrue. On a même maintenant des projets de règlement sur un peu tout et n'importe quoi, un AI Act, un Data Governance Act, un Data Act qui sont simultanément en préparation au niveau européen, en plus des Digital Services, des EMA et ainsi de suite. Donc voilà, la période est plus du tout à on traite toutes les données comme on veut et ainsi de suite. C'est le contraire, il faut donner des gages de confiance, de sécurité, de fiabilité. Et en ce sens, effectivement, la conformité RGPD va forcément être un atout. Nous, on le voit tous les jours. Dès qu'on vend un cabinet d'avocats d'une taille même moyenne, on est challengé sur notre conformité RGPD, la sécurité du produit, la manière dont on va traiter les données de nos clients, la manière dont on traite les décisions de justice, et être capable de répondre à ces questions en amont, c'est-à-dire arriver et les devancer. Ça renforce tout de suite cette impression de confiance et ça donne envie tout simplement de signer beaucoup plus rapidement. Donc, j'interviens régulièrement en soutien sur des rendez-vous clients juste pour apporter ce gage que le RGPD est pris en compte de manière sérieuse par l'entreprise. Je vais peut-être vous montrer plus concrètement ce que je veux dire par là. Est-ce que je peux partager je vais pas partager des slides, mais ce sera plus montrer mon écran. Je peux faire ça si je clique ici, c'est ça. J'ai pensé à quelques exemples concrets. Alors la plupart c'est nous. Désolé, je vais faire un peu d'auto-promo sur ce qu'on a fait chez Doctrine. Mais c'est pour montrer la mise en œuvre de ce que je veux dire par là. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup des obligations du RGPD qui peuvent être transformées aussi et en tout cas auxquelles on peut répondre de manière business-oriented. Alors la première à laquelle j'ai pensé, c'est l'obligation d'information. Hugo, on voit pas ton... Ouais, je sais, je n'ai pas encore partagé. D'accord. Nickel. Mais ça fonctionne normalement. L'obligation d'information, parce que sinon si je le fais tout de suite, il va y avoir l'écran dans l'écran. L'obligation d'information, c'est l'une des obligations les plus basiques du RGPD, puisque c'est de elle que découle quasiment tout le reste. Si la personne concernée par le traitement n'est pas informée, elle ne peut pas exercer ses droits. Donc la CNIL est extrêmement vigilante sur le remplissage de cette obligation. C'est vraiment le B à bas, quoi. Si vous ne cochez pas celle-là, vous êtes vraiment dans la mouise, si vous me passez l'expression. Et cette obligation d'information, elle doit se remplir à différents moments, selon le moment où vous collectez les données. Si vous les collectez directement auprès de la personne concernée, il faut la remplir à ce moment-là. Donc, vous devez fournir l'information au moment où vous collectez les données. Donc, ça va être le cas, par exemple, à l'inscription sur un site web classique, où vous avez le lien vers la politique de données personnelles et tout le monde est content. La vraie question sur cette obligation d'information, c'est comment on la fournit lorsqu'on n'a pas collecté les données directement auprès de la personne concernée. Typiquement, la mise en conformité d'un CRM avec des données de prospection commerciale en outbound ou, pour le cas de Doctrine, les pages avocats. Donc là, je vais partager. Je pense que c'est bon normalement. Ouais, c'est bon. Parfait. Sur Doctrine, on a des pages avocats. Donc, une page sur chaque avocat français. On recense ces décisions de justice. Je vous ai pris l'exemple d'une des avocates de Doctrine. Les avocats, du coup, ont créé ces pages. C'est des traitements de données à caractère personnel et on les prévient pas tout de suite du fait que cette page existe. Puisque pour le faire, cette information, on est obligé de la fournir et on a développé pour ce faire un email que je vous montre ici,
qui va remplir l'obligation d'information. Donc, on explique que la page existe. L'email, c'est intitulé « Vous en dire plus sur la façon dont nos services recourent à vos données ». On explique que la page existe. On explique que les avocats ont des droits sur ces pages. On renvoie vers une autre page que je vais vous montrer ensuite avec encore plus d'informations. C'est une information en 2 temps. Mais ensuite, on va se servir de cet email pour aussi faire un peu de com, tout simplement, et c'est assumé sur Casco Doctrine. C'est une opportunité qui est trop belle pour être laissée de côté. On a une obligation de contacter l'avocat pour l'informer que sa page existe. Évidemment que du coup, je suis allé voir mon service marketing en leur disant, voilà, nous, on va remplir une obligation d'information. Donc, c'est le premier objet du mail et on a tout fait en sorte que ce soit extrêmement clair. Mais en parallèle, il est certain qu'on va en profiter aussi pour expliquer qui on est et pourquoi on pense que c'est pertinent pour un avocat de consulter plus de détails sur Doctrine. Un autre aspect sur l'obligation d'information, c'est la segmentation de cette dernière et effectivement faire un effort en plus pour fournir l'information de manière claire et lisible. Donc, je m'inscris complètement dans la lignée de ce que Sybille et Kelsey disaient tout à l'heure. On a une politique de données personnelles qui a un texte complet comme on le connaît, alors que j'ai essayé d'écrire de manière lisible, mais on a surtout essayé de la diviser en fait. On s'est demandé, quand une personne va avoir une politique de données personnelles, qu'est-ce qu'elle cherche? Souvent, elle ne cherche pas à lire toute une politique de données personnelles, elle va chercher ce qui la concerne elle-même. Et du coup, on a pris les grands cas de traitement de données, on les a divisés et on a essayé d'apporter une information un peu personnalisée sur des pages dédiées. Donc, en fait, on a la politique de données personnelles full text, mais on a surtout des informations ciblées qui vont participer à ce renforcement de la confiance et qui vont largement diminuer, du coup, on est vraiment là plus sur une logique de métrique, quoi, largement diminuer la friction lorsqu'on va chercher des informations sur les données personnelles, faciliter la communication de cette information pour renforcer cette confiance avec les utilisateurs. Et en particulier, du coup, ici, les avocats auxquels on porte particulièrement attention. Un deuxième aspect que j'avais en tête, c'est Sybille en a parlé aussi un petit peu, c'est sur les transferts. Donc, je vais pas redire ce qu'elle a dit, j'étais complètement d'accord. Aujourd'hui, il y a énormément de sous-traitants qui sont localisés aux États-Unis. C'est la plupart de nos prestataires, je pense à tous. Et il y en a qui sont incontournables. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut admettre. Mais je suis complètement d'accord avec Sybille, ce n'est pas le cas de tous. Et lorsqu'on peut privilégier un sous-traitant européen, un sous-traitant français a fortiori, je pense qu'effectivement, non seulement on peut le faire, mais on peut le faire et le communiquer. Et renforcer ainsi non seulement une espèce d'écosystème French Tech, je pense que c'est essentiel qu'on se renvoie la balle, mais aussi renforcer la confiance dans les services, parce que aujourd'hui, c'est un vrai sujet dans les négociations. Où est-ce que vous stockez vos données, à qui elles sont transférées, et ainsi de suite. Donc, si vous arrivez en expliquant dès le début, on a fait tel et tel choix sur la localisation de nos données, nos sous-traitants, tout de suite, vous remplissez une obligation du RGPD et vous renforcez la confiance. Un autre exemple que j'avais en tête, c'est celui de l'analyse d'impact. Donc, les analyses d'impact, c'est un mécanisme prévu par le RGPD qui impose à une entreprise, lorsqu'elle va effectuer un traitement qui est susceptible de poser des questions. Il y a plusieurs critères, mais notamment, par exemple, tout traitement qui va porter sur un grand nombre de données ou qui va requérir l'utilisation d'outils innovants, ce qui, du coup, a priori, est souvent le cas des startups. Ces traitements-là, il faut, avant de les mettre en œuvre, prendre le temps de faire une analyse d'impact. Quels sont les risques posés par ce traitement pour les personnes concernées et comment je réponds à ces risques, comment est-ce que je fais en sorte de minimiser les potentialités que les risques surviennent et les potentialités d'impact sur les personnes concernées si jamais le risque devait survenir. Et moi, ce que j'ai eu comme idée vis-à-vis de cette obligation, c'est de rendre public, en fait, tout simplement, les résultats de cette analyse d'impact. Donc, pas l'analyse en elle-même, puisque c'est un document extrêmement intime, qui contient des secrets d'affaires et ainsi de suite, mais faire une synthèse qu'on va publier, qu'on va partager, à la fois pour susciter le débat, mais aussi pour montrer qu'on est conforme, évidemment, et montrer qu'on réfléchit, qu'on est dans cette optique de prise en compte sérieuse des enjeux posés par notre activité.
Donc typiquement, c'est ce qu'on a fait sur l'analyse d'impact qu'on a menée sur la conciliation entre vie privée et publicité de la justice. Donc la publication en ligne des décisions de justice, on a mené une analyse d'impact sur ce traitement, publié en ligne 10 millions de décisions de justice. On en a fait un article de blog, mais aussi une synthèse détaillée d'une vingtaine de pages qui explique tous les raisonnements qu'on a menés. Donc, c'est un peu un document pour geek. Je ne sais pas si vous avez tous envie de lire 24 pages sur le sujet, c'est pour ça qu'on a aussi fait l'article de blog. Mais voilà, on est vraiment dans cette démarche de renforcer la confiance dans nos services et de montrer qu'on est conscient des enjeux posés par notre activité, qu'on les a pris en compte dès le départ et qu'on va de front. Un dernier petit point, je pense que c'est plus sur les enjeux de sécurité. C'est la labellisation et la certification. Alors évidemment, on connaît tous les labels ISO, enfin les certifications ISO et ainsi de suite. Elles sont extrêmement lourdes et probablement pas très adaptées à des startups. Il y a des initiatives qui se lancent pour créer des labels qui sont plus cohérents avec une activité de startup. Et je pense notamment au label Privacy Tech qui est lancé par une association du même nom et l'AFNOR. Donc la labellisation en elle-même est effectuée avec un audit mené par un membre de l'AFNOR. Donc ça reste quelque chose de très sérieux, c'est moins lourd que l'ISO, ça peut se faire, du coup nous on l'a fait chez Doctrine, on est labellisé Privacy Tech. Ça a été un projet que j'ai mené sur 2 mois, exactement comme Sylvie le disait, avec l'aide de mon RSSI. Ça nous a pas pris en plus 2 mois à temps plein, hein, ça a été 2 mois en parallèle de notre activité. Donc c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire et qui permet ensuite d'arriver devant ses clients en disant non seulement chez Doctrine c'est sérieux, mais en plus c'est quelque chose qui a été validé par un tiers externe, un tiers de confiance un peu. Dernier petit point, moi j'ai été vraiment fan de cette communication et je pense que c'est quelque chose qui est à privilégier dans notre secteur aujourd'hui. Il y a un peu une omerta sur les contrôles de la CNIL, les échanges avec la CNIL. Effectivement, là, c'est la publicité des sanctions, c'est quelque chose qui est vécu par la CNIL, enfin conçu par la CNIL et vécu par le reste comme des sanctions. Mais lorsque ça se passe bien, ça peut être un véhicule fort de confiance. Et donc, ce post de blog par Alan, je vais vous le partager dans le chat ensuite, est extrêmement intéressant puisqu'il raconte comment ça s'est passé quand ils ont vu la CNIL débarquer chez eux, comment ils ont géré, comment les échanges se sont passés et comment, in fine, ça s'est très bien déroulé pour eux. J'avais même vu, et je vais conclure par là, une start-up qui avait été mise en demeure par la CNIL. Donc, énorme impact sur son activité sur le moment, évidemment, mais qui a réussi à répondre à la mise en demeure et qui finalement n'a pas été condamnée. Donc, mise en demeure, oui, mais ensuite clôture de la mise en demeure et donc validation de sa conformité. Et énorme campagne de com à la suite. On a été mis en demeure, mais on a réussi, on a gagné et tout se passe bien. Et donc, en fait, de cette étape extrêmement compliquée, extrêmement difficile à vivre, est finalement ressortie une forme de validation que la startup a mise en avant. Donc, voilà quelques petites pensées. Je pense que pour conclure ce propos, ce que je voulais transmettre, c'est qu'on peut penser chacune des obligations du RGPD comme un avantage concurrentiel lorsqu'on essaie de la prendre comme telle et lorsqu'on la prend comme un vecteur de business et non pas comme un aspect inhibiteur.